Salut, dans cette vidéo, on détaillera la méthode de résolution de l'exercice du troisième exercice de la deuxième session 2013 pour la section SV, charge et décharge d'un condensateur. L'objectif de cet exercice est de déterminer par deux méthodes différentes la valeur de la capacité C d'un condensateur. Dans ce but, on réalise le montage de la figure 1. Ce montage comprend un générateur idéal délivrant une tension continue de valeur E égale à 10 volts. Donc, je vous rappelle, un générateur idéal, c'est un générateur qui n'a pas de résistance interne. Donc sa tension assez bonne est constante, elle est égale à E. Un condensateur de capacité C, deux conducteurs ohmiques de résistance identiques, R1 égale R2 égale à 10 kΩ, et un commutateur K. Donc un commutateur qui peut être positionné en position 0, 1 ou 2, selon la partie du circuit qu'on veut utiliser. Charge du condensateur. La première partie R, charge du condensateur. Le commutateur K est d'abord en position 0 et le condensateur est neutre. Donc déjà, un condensateur est neutre, c'est-à-dire que c'est un condensateur qui est initialement non chargé. Donc, non chargé, la tension assez bonne à l'instant 0 est nulle. À l'instant 0, T0 égale à 0, on permute K à la position 1 et la charge du condensateur débute. Donc si on va placer K en position 1, on aura en série un générateur E, le conducteur ohmique de résistance R1 et le condensateur de capacité C. Donc on aura la charge du condensateur, le phénomène de charge. 1. Étude théorique. En appliquant la loi d'additivité des tensions et en adoptant le sens du courant électrique comme sens positif dans le circuit, montrer que l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC, UC égale UBD, aux bornes du condensateur s'écrit de la forme E égale R1C DUC sur DT plus UC. Donc l'équation différentielle qui régit l'évolution, donc c'est l'équation qui explique l'évolution de la tension UC en fonction du temps. Donc, il nous précise qu'on va utiliser la loi d'additivité des tensions. De plus, on va prendre le sens positif du courant, le sens réel du courant comme sens positif. Donc, tout d'abord, je vous conseille donc là, si on n'a pas le circuit de charge, de reprendre le circuit, de redessiner le circuit. Donc, là, on a un générateur de tension E. On a besoin de la première partie où le commutateur est en position 1. Donc, c'est un circuit en série comprenant le générateur, le conducteur ohmique et le condensateur de capacité C en série. Donc, on a ces trois dipôles. Donc, on précise là les bornes A et B du conducteur ohmique et B et D du condensateur. La loi d'additivité des tensions dans ce circuit nous permet d'écrire UAD égale UAB plus UBD. Or, la tension UAB n'est autre que la tension aux bornes du conducteur ohmique UR, ou bien UR1, et UBD n'est autre que la tension UC aux bornes du condensateur. Avec UAD, c'est la tension aux bornes du générateur qui est constante à chaque instant, et là, elle est égale à E. Alors, E égale UAB, c'est UR1, plus UC. On a besoin de l'équation différentielle en UC, donc on a intérêt à avoir UC là dans l'équation. Il faut remplacer alors UR1. On aura E égale R1I, ça c'est la loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique, plus UC. Maintenant, il faut remplacer I. Or, il faut bien noter là que le sens réel du courant, bien sûr, c'est du plus vers le moins du générateur. Donc ça, c'est le sens réel du courant. Il sera pris comme sens positif. Puisque I est compté alors positivement, là, on oriente le circuit. On oriente alors, on va algébriser l'intensité. Donc dans ce cas, I est positive. Elle sera comptée positivement. De plus, on sait que c'est le cas de charge du condensateur. Alors la quantité de charge Q à ces bornes qui va s'accumuler sur ces armatures augmente. C'est une fonction croissante. Puisque c'est une fonction croissante, sa dérivée par rapport au temps, donc son évolution par rapport au temps, sa dérivée,
c'est la variation, elle est positive. Puisque dq sur dt est positive et i est compté positivement dans ce cas, donc cela nous permet d'écrire i égale a plus dq sur dt. Donc, on peut remplacer la i par dq sur dt. E égale R1 dq sur dt plus UC. Or, on sait que Q, à chaque instant au bord sur les armatures du condensateur, n'est autre que C fois UC. Dans l'équation différentielle, on obtient alors R1C, car la dérivée de Q par rapport au temps n'est autre que C fois DUC sur dt, plus UC. On arrive à l'équation différentielle proposée déjà dans l'exercice. Question B. La solution de cette équation différentielle est de la forme UC égale A facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux 1, où A et taux 1 sont des constantes. Montrer que A égale à E et taux 1 égale à R1C. Il faut bien noter que A est une constante qui est différente de 0, sinon cette expression ne sera pas une solution à n'importe quel instant. Donc, puisque tout ce qu'on sait là, c'est que UC est une solution. Puisqu'elle est une solution, elle doit vérifier l'équation différentielle. Puisqu'elle est une solution, donc à chaque instant, si on la remplace à un instant t quelconque dans l'équation différentielle, on doit avoir cette égalité qui est correcte. Donc, UC qui a été proposé là, A facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux 1, doit être une solution, on peut la remplacer dans l'équation différentielle. Donc, on aura besoin de sa dérivée. Je vous conseille pour cela de développer A, donc de développer cette expression, ça sera plus facile. A moins A exponentielle de moins t sur taux 1, ça c'est l'expression de UC. Sa dérivée par rapport au temps, donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc c'est la somme de A, qui est 0, plus la somme de ce terme, la dérivée de ce terme. Donc la dérivée de ce terme, on aura moins A qui est une constante multiplicative, ça va rester, donc c'est moins A fois, quelle est la dérivée de EU? Donc EU, c'est U', EU. Donc ça, c'est la forme. Or, avec là, on a U égale à moins T sur taux 1. Sa dérivée par rapport au temps U', c'est moins 1 sur taux 1. Donc, c'est comme si j'avais moins 1 sur taux 1 fois T. Donc, c'est une constante fois T. Sa dérivée par rapport au temps, c'est cette constante. On aura alors là U', moins 1 sur taux 1. EU, donc E, moins T sur taux 1. Donc, c'est A sur taux 1 par exponentielle de moins T sur taux 1. Remplaçons UC et DUC sur DT respectivement par l'expression dans l'équation différentielle. On obtient E égale R1C fois sa dérivée, donc c'est R1CA sur taux 1 par exponentielle de moins T sur taux 1, plus UC, on va mettre directement la forme développée, donc c'est A moins A exponentielle de moins T sur taux 1. On peut factoriser maintenant les termes, le premier et le troisième terme, par AE moins T sur taux 1. E égale AE moins T sur taux 1, facteur de. Du premier terme, il nous reste R1C sur taux 1. Et du troisième terme, on a moins 1. Et on ne va pas oublier le plus 1. Cette égalité n'est correcte à chaque instant que si, en identifiant donc les deux membres de l'égalité, donc on peut dire par identification, on a A égale à E, et ce facteur qui multiplie la partie exponentielle doit être nul, car de l'autre côté, on n'a pas un facteur exponentiel, et l'exponentielle en soi ne peut pas être nul. Alors, cette égalité est correcte quel que soit t, si et seulement si A égale à E, et R1C sur taux 1 moins 1 est égal à 0. Ce qui donne taux 1 égale R1C. Donc taux 1 égale à R1C et A égale à E. C'est ce qu'il nous demande. Montrer qu'à la fin de la charge, UC égale à E. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à la fin? Donc, qu'est-ce qu'on entend par à la fin? À la fin, on a deux choix. Soit T tend vers l'infini, soit la fin de la charge du condensateur, on sait qu'elle est indiquée là à 5 taux. Donc, on peut dire que le condensateur est pratiquement chargé à la date T égale à 5 taux 1. Donc,
on peut dire que pour t tend vers l'infini, donc si t tend vers l'infini, ça c'est la fin de la charge infinie par rapport au système, par rapport à l'évolution de ce système. Donc pour un temps qui est suffisamment long, ça peut être quelques secondes pour ces condensateurs. Donc pour t tend vers l'infini, on aura UC égale, donc là à la place de A on peut mettre E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux 1, donc c'est moins l'infini. E moins l'infini, ça veut dire c'est 0. On peut dire que c'est à peu près égal à E. En remplaçant t par 5 taux 1, vous aurez 1 moins exponentielle de moins 5. Exponentielle de moins 5, c'est 1 moins exponentielle de moins 5, c'est pratiquement 0,99. On aura la même réponse. Donc ça, c'est la fin de la charge du condensateur. Montrer que l'expression, donc question D, montrer que l'expression de UAB égale UR1 égale à E par exponentielle de moins 1, moins T sur R1C. Donc, on vient de déterminer l'expression dans l'équation différentielle de UC, de la solution de l'équation différentielle, UC en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on sait à propos de UR? UR, méthode UR1 plutôt. Donc ça, c'est la tension au bord du conducteur ohmique R1, de résistance R1. Tout ce qu'on sait, c'est que UAB, d'après la loi d'Ohm au bord d'un conducteur ohmique, n'est autre que, donc UR1, n'est autre que R1 fois I. Avec I, n'est autre que dQ sur dt ou bien C DUC sur dt. Donc R1 fois C DUC sur dt. Or, on a l'expression de UC en fonction du temps qui a été proposée là. Donc ça, c'est la solution. Sa dérivée, on sait exprimer sa dérivée. Donc là, on a UC. UC égale E moins E exponentielle de moins T sur taux 1. Sa dérivée par rapport au temps, c'est la somme des dérivées. Donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Alors DUC sur dt n'est autre que E sur taux 1 par exponentielle de moins T sur taux 1. Donc, remplaçons DUC sur dt par son expression. Là, on aura R1C fois E sur taux 1 par exponentielle de moins T sur taux 1. Or, il ne faut pas oublier qu'on vient de démontrer que taux 1 égale R1C égale R1C sur R1C, on peut les simplifier, E par exponentielle de moins T sur taux 1. Or, taux 1 c'est R1C, donc c'est E, c'est bien l'expression qu'il nous demande sur R1C. Établir l'expression du logarithme népérien de UR1. Donc ils nous disent qu'il faut exprimer, ils nous demandent d'exprimer Ln de UR1 en fonction du temps. On a UR1, Ln de UR1 n'est autre que Ln de ça. Ln de E par exponentielle de moins T sur R1C. Or, Ln de A fois B égale Ln de A plus Ln de B. Donc c'est Ln de E plus Ln de cette partie, Ln de exponentielle de moins T sur R1C. Ln de E A, donc pour une constante A, ou pour une expression A, on aura A. Alors, Ln de E plus Ln de cette partie de exponentielle n'est autre que moins T sur R1C. Donc ça, c'est l'expression de Ln de UR1. Donc, en fonction du temps. Donc, c'est moins 1 sur R1C fois T plus Ln de E. Moins 1 sur R1C fois T plus Ln de E. Ln de E, c'est une constante. On voit bien là que Ln de UR1 n'est autre que l'équation d'une droite. D'où l'étude graphique, dans la question 2, étude graphique, la variation de Ln de UR1 en fonction du temps est représentée par la figure 2. A justifié que l'allure du graphe obtenu est compatible avec l'expression de Ln de UR1 en fonction du temps. On vient de démontrer que Ln de UR1 n'est autre que moins 1 sur R1C, moins 1 sur R1C fois T, plus Ln de E. Et c'est clair que c'est l'équation d'une droite en fonction du temps. Donc Ln de R1 en fonction du temps n'est autre que l'équation
d'une droite. Et cette droite, de plus, elle est décroissante. Vous voyez là, ce moins, donc le coefficient directeur est négatif. Donc c'est l'équation d'une droite qui est décroissante, ce qui correspond bien à l'allure du graphe qui sera représenté dans la figure 2, qui est représenté déjà dans la figure 2. Déduire en utilisant le graphe la valeur de la capacité C. Donc en exploitant le graphe, il faut bien exploiter les différentes valeurs. Là, Ln de E, donc vous savez que Ln de E n'est autre que l'ordonnée à l'origine. Et voilà, c'est 2,3. Donc ça, c'est Ln de E. De plus, le coefficient directeur de sa droite n'est autre que moins 1 sur R1C et le coefficient directeur de sa droite. Alors, comment on peut déterminer un coefficient directeur? On peut prendre 2 points. On peut choisir 2 points. Ça peut être 2,3, 0, 2,3 et 10, 1,3. Donc, en choisissant ces 2 points, on peut déterminer alors le coefficient directeur de sa droite est égal à delta, la variation sur l'axe des ordonnées, donc delta Ln du R1 sur delta T, égale, donc il faut faire attention aux unités, là on a en millisecondes, du R1 est en volts, mais delta T est en millisecondes, T est en millisecondes. Donc, la première valeur à choisir, donc c'est 2,3 pour la tension, pour Ln de R1, moins 1,3 sur instant 0, moins l'instant 10 millisecondes, ça veut dire c'est 10 par 10 moins 3. Donc, on aura un facteur, donc évidemment le coefficient directeur là est négatif, donc c'est moins, donc tout calcul fait, c'est moins 100 secondes ou moins 1. Là, on a bien converti en secondes, et l'expression c'est en secondes ou moins 1. Donc, on a fait le calcul, là, 1 moins 1 sur R1C égale à moins 100. R1C, c'est 1 sur 100. On a besoin de la valeur de la capacité, C égale 1 sur 100 fois R1. Or, R1, c'est 10 kOhm de l'énoncé, donc c'est 10 à la puissance, donc c'est 10 fois 10 à la puissance 3, pour la convertir en ohm. On aura là 10 3 fois 10, donc c'est 10 4, fois 10 2, c'est 10 à la puissance 6. On aura alors 10 à la puissance moins 6 farad. Donc la capacité, c'est à peu près 1 microfarad. Donc là, en exploitant le graphique, on a pu comparer le coefficient directeur qui a été proposé là dans l'expression de Ln du R1 avec le coefficient directeur qui peut être calculé à partir du graphique. Donc, on continue la deuxième partie, B, des charges du condensateur. Donc ça, c'est la deuxième méthode pour calculer déjà, pour trouver la capacité C du condensateur. Donc c'est en étudiant la décharge du condensateur. Le condensateur étant complètement chargé, on bascule le commutateur K à la position 2. À la date T0 égale 0, pris comme nouvelle origine de temps, la décharge du condensateur débute. Donc, quand on va positionner le commutateur en 2, on le bascule à la position 2, on aura le circuit de décharge. Donc, lors de la décharge, le courant électrique circule de B vers A. Il va circuler de B vers A, donc dans ce sens, à travers le conducteur ohmique. Donc il faut préciser toujours de B vers A, à travers le conducteur ohmique, et de résistance R1, justifié. Donc il faut justifier le sens du courant durant la décharge. Il ne faut pas oublier que durant la charge du condensateur, la plaque qui a été chargée positivement est la plaque B. Donc, durant la charge, c'est la plaque qui est à côté du plus. Les électrons vont migrer de là. Donc, il y a accumulation des électrons sur cette armature. Cette armature sera alors chargée positivement, l'armature B. Donc, durant la décharge, le courant sort de cette armature. On peut tout simplement dire que UBD aussi, que UBD, qui est UC, est positive. Le fait de dire que UBD est positive, c'est pareil comme si on dit UBD
comme si on dit que l'armature B a été chargée positivement durant la charge du condensateur. Donc tout simplement, l'explication de ce sens du courant, c'est la tension UBD qui est positive. En adoptant le sens du courant électrique comme sens positif, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur est de la forme UC plus R1 plus R2 CD UC sur DT égale à 0. Donc, de nouveau, je vous conseille de tracer le circuit de décharge avant d'appliquer la loi d'additivité des tensions qui sera utile pour déterminer l'équation différentielle. Dans ce circuit de décharge, on a le condensateur de capacité C, on a le conducteur ohmique de résistance R1 en série avec le conducteur ohmique de résistance R2. Donc ça, c'est le circuit de décharge avec les bornes respectivement B, A et D. Donc ce sont les tensions. Or, d'après la loi d'additivité des tensions, on peut dire que UBD est égal à UBA plus UAD. Donc UBD, on commence par B, c'est UBA plus UAD. UBA, c'est sa tension, donc UBA, et UBD n'est autre que celle-là, c'est la tension positive. Le potentiel de B, je vous rappelle, le potentiel de B est le potentiel le plus élevé dans ce circuit, et le potentiel du point D, c'est le potentiel le plus bas. Donc, B a un potentiel plus grand que le potentiel de A, alors UBA est une tension positive, et UAD est une tension positive. Donc, UBD n'est autre que la tension que UC, donc la tension aux bornes du condensateur. UBA n'est autre que, d'après la loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique, c'est R1I. Et UAD, c'est R2I, plus R2I. On peut les regrouper, on peut mettre I en facteur, c'est R1 plus R2I. Ça, c'est UC égale à ça. Donc, on va prendre R1 plus R2 fois I de l'autre côté, on aura UC moins R1 plus R2 fois I est égal à 0. Or, là, dans ce circuit de décharge, I, donc il nous précise que I, c'est dans ce sens, déjà, et ce sens sera pris comme sens positif. Alors, de nouveau, I doit être compté positivement. Or, durant la décharge du condensateur, la quantité de charge Q en fonction du temps, c'est une fonction décroissante. Alors, dQ sur dt, sa dérivée est négative. Alors, on ne peut pas dire que I égale à plus dQ sur dt, mais que I égale à moins dQ sur dt dans ce cas. C'est alors moins dQ sur dt ou bien moins C dEC sur dt. Remplaçons I par son expression dans l'équation. On aura UC moins fois moins c'est plus, donc c'est plus R1 plus R2 C dEC sur dt, tout ça égale à 0. Donc ça, c'est l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC en fonction du temps pour le cas de décharge du condensateur. La solution de l'équation différentielle, maintenant, est donnée par UC égale à E par exponentielle de moins T sur taux 2, où taux 2 est la constante de temps du circuit de décharge. Montrer que taux 2 égale R1 plus R2C. On sait que cette expression est la solution de l'équation différentielle. On peut remplacer cette expression dans l'équation différentielle. On aura alors, puisque UC est solution, E par exponentielle de moins T sur taux 2, on a besoin de sa dérivée, dEC sur dt. C'est moins E sur taux 2 par exponentielle de moins T sur taux 2. Dans l'équation différentielle, on aura E par exponentielle de moins T sur taux 2, plus R1 plus R2, C, DUC sur dt, donc on a là le moins E sur taux 2, par exponentielle de moins T sur taux 2, et tout ça égale à 0. On a en commun pour ces deux termes, E par exponentielle de moins T sur taux 2, facteur de 1 moins.
Qu'est-ce qu'il nous reste pour le deuxième terme? On a déjà E par exponentielle. On aura R1 plus R2 fois C sur taux 2. Et tout ça égale à 0. Cette équation a comme solution alors ce facteur égale à 0. Pour ce facteur égal à 0, on aura alors R1 plus R2 C sur taux 2 égale à 1. Et alors, taux 2 égale R1 plus R2 fois C. Donc, il faut s'attendre à ce résultat, car dans le circuit de décharge, on a deux conducteurs en série. Et par définition, la constante de temps n'est autre que R fois C. Donc, on a obtenu ça dans le cours, R fois C, mais R, c'est la résistance du circuit. Donc, c'est un circuit en série, c'est la somme de toutes les résistances. Dernière question, 4. La variation de la tension UC au banc du condensateur, du condensateur et la tangente à la courbe UC en fonction du temps à l'instant T0 égale 0 sont représentées sur la figure 3. Donc, on a la tangente à l'origine, on a la courbe de décharge, déterminer alors la valeur de la capacité C. Quel est le point d'intersection entre la tangente à l'origine et l'axe des abscisses, l'axe de temps? Ça, c'est la constante de temps taux 2. Donc, on peut trouver déjà la constante de temps taux 2, c'est déjà tracé. Donc, on a taux 2 égale à 0,02 secondes. Il faut bien lire l'unité. On a R1 plus R2. On a ces deux grandeurs qui sont identiques. Les conducteurs ohmiques déjà sont identiques. On a besoin de C. C égale à taux 2 sur R1 plus R2. Égale 0,02 sur R1 et R2 sont identiques, de valeur chacune égale à 10 kΩ. Donc c'est 10 plus 10, c'est 20 kΩ. Donc c'est 20 par 10 à la puissance 3. 20 par 10 à la puissance 3, c'est 2 par 10 à la puissance 4. Et là, on a 2 par 10 à la puissance moins 2. On aura 10 à la puissance moins 6 farad de nouveau. C'est la même valeur que la valeur obtenue dans la première méthode, avec la première méthode, mais là en utilisant la courbe de décharge du condensateur.